Messieurs, je vous ai réunis spécialement ce matin pour vous mettre au courant d'un fait assez troublant et qui peut devenir grave. Vous n'ignorez pas que des indiscrétions volontaires sont toujours à craindre dans nos milieux industriels. Le gardien de nuit Albert m'a remis une série de photos que voici et qu'il a découvert au cours d'une ronde dans le grand hall de montage des locomotives. Au cours d'une enquête discrète, je me suis assuré que ni nos services photographiques, ni des visiteurs autorisés n'étaient les auteurs de ces clichés. Certains, pris en plein jour, laissent supposer que l'opérateur clandestin est un familier de nos ateliers. D'autre part, le gardien note dans son rapport qu'il a trouvé les films après avoir aperçu l'ombre d'un personnage de petite taille fuyant à son approche. Le bruit d'un vélomoteur qui s'éloignait dans la nuit l'a fait renoncer à la poursuite. Je vais vous projeter cette série de diapositives qui, vous le remarquerez, est suffisamment complète pour reconstituer les différentes étapes de la construction de nos locomotives. Il sera donc indispensable qu'à l'issue de cette projection, nous arrêtions les mesures de sauvegarde à prendre dans l'immédiat. C'est dans ce hall de montage que les clichés ont été trouvés après la fuite de l'inconnu. Vous verrez qu'il s'est exclusivement intéressé aux 3 types de locomotives, électriques ou diesel de grande puissance, qui présentent la particularité d'avoir en commun de nombreuses dispositions technologiques, tant dans leur construction que dans les équipements. Les premières images concernent l'atelier d'usinage. Affiché par le régleur sur le tableau de commande, après avoir été élaboré dans les services des méthodes, le programme de travail est exécuté automatiquement par les machines-outils. Nous arrivons maintenant aux opérations de montage. Les éléments du châssis de caisse, en acier semi-inoxydable, sont assemblés par soudure à l'arc. La structure en poutre treillis des faces latérales leur assure pour un faible poids une grande rigidité. Leur fixation sur le châssis se fait par soudure. Les cabines de conduite, préfabriquées, sont protégées à l'avant par un caisson particulièrement résistant. Sur les locomotives diesel électriques CC 72 000, le bloc réfrigérant groupe l'ensemble des radiateurs et ventilateurs de refroidissement du moteur diesel. Le toit des cabines de conduite est constitué de fibres polyester. Après la pose des persiennes et des tôles d'habillage extérieur en alliage léger, la caisse prend son aspect définitif. Que la locomotive soit diesel ou électrique, le châssis du bogie, formé d'éléments tubulaires soudés, est identique. Les opérations d'usinage d'un ensemble de cette importance nécessitent l'utilisation de machines-outils de grande dimension, bien que l'entraînement des 3 essieux par un moteur unique ait facilité la réduction de l'empattement du bogie. Après la mise en place du moteur de traction, les bogies sont conduits dans le hall de montage pour y recevoir la caisse de la locomotive.
Elle reposera sur des blocs sandwich, empilage de plaques de caoutchouc collées entre des lames d'acier. Au préalable, on a contrôlé le fonctionnement du basculeur, manœuvrable à l'arrêt, dont la position fixe la valeur de réduction de vitesse V voyageur ou M marchandise. Ce système a été utilisé pour la première fois sur nos locomotives à bogies monomoteurs, les BB 16500, qui ont engendré depuis une nombreuse descendance. Le moteur diesel a aussi mis en éveil la curiosité de notre photographe clandestin. Regardez. Le bâti doit être retourné pour recevoir le vilebrequin. L'ensemble piston-bielle prend place dans l'un des 16 cylindres en V du moteur, qui pèse plus de 17 tonnes. Le couple Biel-Bielette, caractéristique des moteurs diesel MGO et AGO qui équipent des centaines de locomotives circulant dans le monde. La chambre d'eau de refroidissement des cylindres. Le fonctionnement des soupapes. Apparaissent clairement sur la maquette du moteur, de même que les engrenages de distribution, et les turbocompresseurs de suralimentation. Après la mise en place de la caisse sur les bogies, le montage de la locomotive diesel sera pratiquement terminé. J'attire maintenant votre attention sur ce qui va suivre. Regardez. Les CC 21000 sont des prototypes bicourants 1500 volts continus et 25 kV 50 Hz monophasés. L'architecture de leur caisse est analogue à celle de nos diesels. Constitué de fibres polyester, le capot frontal habille, de même que sur les locomotives diesel, le caisson anti-collision. Le transformateur principal forme, avec son circuit de refroidissement par huile et ses selfs de lissage incorporés, un ensemble compact de 13 tonnes. Il se loge sous le plancher, à l'exclusion du conservateur d'huile qui pénètre dans la caisse. Le bloc central d'appareillage concentre en un ensemble volumineux le disjoncteur à courant continu, le dispositif de couplage, d'inversion, de shuntage et de freinage rhéostatique, les organes de démarrage, graduateurs, rhéostat et ses groupes motoventilateurs, et les auxiliaires. Le bloc redresseur comporte thyristors et diodes. Capot enlevé, le détail de sa réalisation apparaît. L'appareillage une fois en place, la circulation dans les couloirs latéraux reste aisée. Deux pantographes type AM18 assurent le captage du courant. Un bipalette pour le continu 1500 volts, un unipalette pour le monophasé 50 Hz.
Les faisceaux de câbles des divers circuits sont préformés et groupés dans leur caniveau sur un chantier spécialisé. L'ensemble prend ensuite place directement à l'intérieur de la caisse. Les procédés de construction des CC 6500 à courant continu 1500 volts, de même puissance que les 21 000 bicourants, soit 5900 kW, ou si vous préférez 8000 chevaux, sont identiques. Bien entendu, le bloc central électrique est allégé des appareillages monophasés et les éléments de toiture arrivent équipés du seul pantographe AM18 bipalette. Destiné à la conduite en position assise, le pupitre de commande à caractère fonctionnel est analogue dans sa réalisation à celui des locomotives diesel. Voici maintenant quelques vues de la construction des moteurs de 2760 kW, soit 4000 chevaux, qui équipent les bogies des locomotives électriques CC 21000 et 6500. Des machines-outils programmées usinent les carcasses feuilletées des moteurs autoventilés à deux induits. Les ordres sont donnés par une bande perforée. Au chantier de montage, les bobines principales, larges rubans de cuivre enroulés sur champ et isolés, sont fixés dans la carcasse de l'inducteur. Le soudage des liaisons collecteur-bobinage est une opération particulièrement délicate. De la qualité des soudures dépend la bonne tenue en service du moteur. Une nouvelle méthode de soudage à l'arc sous atmosphère neutre et sans métal d'apport est utilisée. L'induit, animé d'un mouvement rotatif régulier, reçoit plusieurs cordons de soudure. Après achèvement, les 4 tonnes de l'induit double sont calées dans la carcasse de l'inducteur. À la plateforme d'essai, toutes les caractéristiques de fonctionnement, d'échauffement et de commutation des moteurs électriques sont analysées, mesurées, vérifiées avant la mise en place sur les bogies. À l'extrémité de la chaîne de montage, la rencontre de la caisse et des bogies marque un aboutissement qui a pour toile de fond une de nos locomotives électriques bifréquences de la série BB 20200. Toutefois, avant que la caisse ne dissimule les bogies, attardons-nous un instant au système de graissage de la chaîne cinématique, réparti d'une part dans le carter latéral au moteur de traction, d'autre part dans le carter principal des engrenages qui assure l'accouplement des 3 essieux moteurs. Sur ces locomotives, tant diesel qu'électriques, près de 300 litres d'huile fluide sont nécessaires pour assurer le graissage et le refroidissement des divers organes de la transmission de chaque bogie. Le graissage est effectué par barbotage, ruissellement et aspersion sous pression. Des pompes, entraînées par l'un des bouts d'arbre d'une roue dentée intermédiaire, font circuler l'huile, épurée au passage dans des filtres magnétiques. Le bon fonctionnement de l'ensemble est signalé au conducteur par l'extinction de voyants lumineux disposés sur le pupitre de conduite. Sur la voie d'essai de l'usine, des marches de rodage précèdent la consécration que représente la mise en tête sur les principaux trains rapides et de prestige de la SNCF. Mistral, Capitole, Étendard, etc. L'attraction de ces trains par des locomotives de grande puissance permet d'augmenter le nombre des voitures mises à la disposition des voyageurs.
Au cours d'essais de captage du courant à très grande vitesse, sous caténaire monophasé à hauteur constante, la vitesse de 280 km à l'heure a été dépassée et des résultats remarquables d'adhérence sur rail sec ont été obtenus, 20% à 250 km à l'heure. Ces essais laissent entrevoir la possibilité d'atteindre et même de dépasser les 300 km à l'heure sur une ligne d'infrastructure nouvelle. De même, les locomotives diesel 72 000 ont été soumises à des essais poussés avant leur mise en service. D'excellentes performances ont été obtenues. Démarrage et remorquage d'un train de marchandises de 2050 tonnes en courbe et rampe de 6 mm par mètre. Remorquage d'un train rapide composé de 7 voitures voyageurs, soit 315 tonnes, au cours duquel la vitesse de 168 km à l'heure a été atteinte en pleine sur la ligne de Paris à Nancy. Comme vous l'avez constaté, nos 3 locomotives, électriques et diesel, laissent apparaître distinctement leurs similitudes, en particulier dans l'architecture de leur charpente de caisse, ce qui laisse la possibilité d'envisager la construction d'une locomotive pour courant monophasé, solution logique que la rationalisation des équipements autorise. Comme vous le voyez, rien n'a été oublié. Même les essais des machines ont été photographiés. Il est indéniable que ces clichés reproduisent les caractéristiques principales des constructions qui nous sont confiées. De plus, certaines photos prises dans les mêmes conditions sont peut-être déjà exploitées. Il est donc de notre devoir de... Par exemple. Messieurs, aussi curieux que cela paraisse, Non, excusez-moi un instant, je vous prie. Mais André, qu'est-ce que tu fais là? Bah, papa, je fais comme toi, je fabrique des locomotives. La pousse, c'est un métier. Et avec 3200 tonnes de charge, les 72 000 s'en tirent fort bien, si l'on peut dire. Entre la Saône et la Loire, une ambiance diesel digne des montagnes rocheuses. Parti de Fos-sur-Mer avant l'aube, ce couplage de BB 8100 remonte chaque matin la vallée du Rhône. Un attelage banal, un train parmi tant d'autres. Et pourtant, ce convoi va bientôt connaître un grand moment de traction. Relais à Lyon-Guillotière. 2 BB 67 400 viennent prendre la place des 8100 en tête de la rame. À l'autre extrémité, c'est une CC 72 000 qui se présente pour assurer la pousse. Une configuration exceptionnelle pour pallier le dépassement de la limite de résistance des attelages. C'est le cas avec ce train complet de bobines d'acier qui va devoir gravir des rampes de 10 pour 1000. En tête, aux commandes du couplage, voici Thierry, du dépôt de Lyon-Vèze.
Sur la 72 000, à la pousse, voici Alain, du même établissement. 70, c'est moi deux, hein, de Paris à Digoin, t'as compris? 170 Paris Digoin. Entre les deux, 40 wagons de Coils, soit 3200 tonnes et plus de 600 mètres. Autant dire que la coordination passe obligatoirement par la radio. Peut pousser. Dès le départ, le ton est donné. Alain met le paquet car c'est à la pousse d'assurer la base de l'effort de traction. En tête, le rôle de Thierry consiste à nuancer cet effort. But du voyage, Digoin, à 140 km au nord-ouest de Lyon, aux confins de la Saône-et-Loire et de l'Allier. Le parcours qui débute combine un profil difficile et une marche tendue. Les tôles d'acier coulées dans la nuit à Fos et encore brûlantes en cette mi-journée doivent être livrées le soir même aux forges de Guignon. Voilà qui explique l'ampleur des moyens mis en œuvre, peut-être un record de France en traction diesel. Faites l'addition vous-même. 2 fois 2400 chevaux en tête égale 4800, plus 3600 chevaux en pousse, total 8400. Une marche tendue, mais contrariée dès les premières centaines de mètres. Ne pousse plus. Ne pousse plus. J'arrête la pousse. Sur la voie E, la rame du 58 574, ça va à la Caronne. Immédiatement, Alain a cessé l'effort de traction. Mais seul Thierry connaît la cause de l'arrêt. Carré fermé. Échange rapide avec le régulateur, il convient d'éviter d'imposer l'arrêt complet du convoi, dont chaque démarrage est interminable. Ouais, à l'ouverture. T'as les signaux, Thierry, là? La réponse sera indirecte, mais positive. Tu peux me pousser, c'est ouvert. Pousse-moi. Le train qui cisaillait notre itinéraire a dégagé. À nouveau, la 72 000 donne toute sa puissance. Maintenant, le convoi laisse la direction de Perrache derrière lui et s'engage dans la tranchée qui conduit vers la Pardieu. Montée en puissance et en vitesse. C'est à 60 km/h que nous effleurons les voyageurs qui font les 100 pas sur le quai. Voie libre, mais comme il se doit, les 67 000 referment les signaux sur leur passage et, de la 72 000, on ne voit que du rouge. La pousse, une occasion unique d'accumuler les franchissements de carrés fermés dans le plus strict respect des règlements de sécurité. Après le viaduc sur le Rhône, puis la bifurcation de Saint-Clair,
le train s'engouffre dans le long souterrain de Caluire. De l'autre côté, c'est la vallée de la Saône, enjambée par le treillis métallique du viaduc de Collonges. Bientôt, nous allons rejoindre les voies montant de Perrache et avec elles, l'itinéraire historique de l'artère impériale. Bon, bah, ok, merci. Ouais, d'accord. Un secteur chargé où le régulateur prévient Thierry qu'il va rencontrer du jaune. Comme convenu depuis la sortie de la Guillotière, le ralentissement a été anticipé pour que le train n'ait pas à buter sur un nouveau carré. Après une longue marche sur l'air, la vitesse faiblit jusqu'à 10 km/h. Enfin survient le dénouement, le turbotrain Lyon-Bordeaux. Après le dépassement, le train de Cols reprend très progressivement sa vitesse. Il faut laisser au turbo le temps de dégager, puisque nous allons bientôt rouler sur la même voie que lui. Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Après une dernière rencontre entre électrique et thermique, nous allons quitter la grande ligne du Val-de-Saône. Fin de la quadruple voie, puis, dès le début du saut de mouton, interruption de la caténaire. Le train 475 082 pénètre dans son domaine, celui où la traction autonome règne sans partage. Reprise de vitesse. Face à nous, la pleine ligne et la double voie retrouvée. Beaucoup plus loin, on devine à peine les monts du Lyonnais, encore estompés dans la brume. Vu d'ici, l'obstacle paraît dérisoire. Mais dans quelques dizaines de minutes, nous devrons réviser ce jugement. Oui, des chenilles, justement, oui. C'est parti. Des chenilles. Ah ouais, j'ai dû... Après une pointe toute relative, un peu plus de 60, Thierry coupe la traction et se laisse couler. Le train approche de Lausanne. Devant le bâtiment, du plus pur style PLM, c'est un plan de voie encore très fourni, presque intact, qui motive un sévère ralentissement. Car Lausanne reste un véritable nœud ferroviaire. Depuis Saint-Germain, nous empruntions l'amorce de la grande transversale Est-Ouest, celle qui gravit la redoutable rampe des Sauvages, puis donne les directions de Clermont-Ferrand, Bordeaux ou Nantes. Mais dans quelques dizaines de mètres, notre convoi va laisser la ligne des Sauvages sur sa gauche et obliquer vers le nord sur l'artère de dégagement construite au tournant du siècle entre la rive droite du Rhône, l'ouest lyonnais, et Paray-le-Monial, pour soulager l'artère impériale d'une partie de son trafic messagerie. Ça change de gueule déjà là. Thierry, nous avons dégagé l'aiguille, là, c'est bon, on peut tirer. Mais depuis les années 50, le trafic a été concentré sur l'itinéraire de Bourgogne et la ligne sur laquelle nous nous engageons est tombée en léthargie. Dernière étape de l'inexorable déclin,
la mise à voie unique à l'automne 95. Comment contenir une pénible impression d'abandon sur un parcours qui ne manque pourtant pas d'attrait? Premier aperçu avec le village perché de Châtillon d'Azergues. D'un côté, gros tonnage et grands moyens. De l'autre, une voie unique qui se fond de plus en plus discrètement dans un cadre naturel presque sauvage. Ce contraste est peu courant en Europe, et lorsque monte au loin le rugissement des 48 cylindres, on s'attendrait presque à voir surgir l'un de ces immenses trains cargo de l'Ouest américain. Dans la basse vallée de la Zergue, le convoi roule à bonne allure sur une rampe qui oscille entre 5 et 6 pour 1000. Effort de traction à fond sur les 3 machines. Depuis Lausanne, c'est vraiment un train sans histoire. Après Ternant, tout de même, la vallée se resserre et l'on commence à noter de brefs passages à 9, puis 10 pour 1000. Aujourd'hui, ces premiers raidillons sont imperceptibles. Sous le grand soleil de cette fin d'été, la puissance l'emporte. Mais sur le rail gras des premiers jours d'octobre, il faudra jouer plus serré avec l'adhérence. PK 66. À l'approche de Lamure-sur-Azergues, Alain interrompt la pousse. À l'avant, Thierry aussi a tout coupé. La traversée de la gare est limitée à 40. Lamure-sur-Azergues, c'est le seul évitement conservé sur les 95 km qui séparent Lausanne de Paray-le-Monial. 30 km sans point de croisement de Lausanne à Lamure. C'est encore courant, mais le canton qui va s'ouvrir devant nous jusqu'à Paray atteint la longueur record de 65 km. Et c'est là que les difficultés vont vraiment commencer, avec une rampe continue de 10, voire 10,5 pour 1000. Chaque fois qu'un wagon supplémentaire franchit l'aiguille de sortie, ce sont 80 tonnes de plus qui s'engagent dans la rampe. Alain pousse de toute la puissance de sa 72 000, mais ça ne suffit pas. Le régime du diesel augmente, mais le bruit des transmissions, c'est-à-dire la vitesse, décline. Écoutez bien. Enfin, la 72 000 a dégagé. Les 67 000 peuvent à nouveau tirer. Comme bien souvent, le tronçon le plus dur est aussi le plus beau.
À 3 km à peine de la Mure, la gare de Saint-Nizier d'Azergues marque l'entrée de la boucle du même nom. À la sortie du tunnel, le train passe la halte perdue de Claveyzol, sensiblement à mi-distance du vaste cercle qui lui aura fait gagner 30 mètres lorsqu'il repassera à l'aplomb de sa propre voie. Un site étonnant, même si des 5 viaducs de la partie haute, 2 seulement émergent encore de la végétation envahissante, la Boucle et Grangeneuve. Dans le décor, comme dans les cabines, l'ambiance montagne est évidente. L'aiguille du Tacro n'a pratiquement plus décollé du 40, depuis que le ralentissement de la Mure a brisé notre élan. Mais voici la gare de Poule, au sommet de la rampe. Au bout de la tranchée, c'est le tunnel de fait des Écharmeaux. À l'oreille, on localise facilement le point culminant à 524 mètres d'altitude et l'inversion du profil. Ici débute la descente vers le Charolais, avec un passage privilégié, le viaduc de Mussy-Soudun, un remarquable ouvrage de 18 arches, long de 501 mètres et haut de 60. On se croirait presque en montagne, mais c'est déjà la plaine. Paradoxe, c'est ici qu'Alain interviendra le plus fréquemment en reprenant l'effort de traction avant chacun des petits dodanes qui caractérisent cette section. Mais bien sûr, c'est dans la montée de la Zergue que le plus dur a été fait. Passé par El Monial, la fin du parcours en dents de scie très atténuée se déroule en bonne partie sur l'air. En gare de Digoin, on s'apprête déjà à la manœuvre, listings en main. Comme ça, on va rentrer tous les jours
référence sur celui-là, mais celui-là il va tâcher de le mettre quand même. Et on les marque, non on les marque pas là. C'est bon, c'est tout. Le train n'est pas encore arrêté devant la halle de transbordement, que l'on sait déjà comment classer les wagons, car il existe bien sûr plusieurs qualités d'acier qui correspondent à des degrés différents de priorité pour l'usine destinataire. Quant au transbordement, il est inévitable. Depuis 1953, Gueugnon a perdu la voie métrique qui la reliait à Digoin. Les projets de reconstruction ne s'étant jamais concrétisés, les 15 derniers kilomètres du voyage incombent à un transporteur routier local. À raison d'un seul coil par semi-remorque, il faudra jusqu'à 120 rotations de camions pour acheminer le contenu d'un train complet. Sans commentaire. Quant à Thierry et Alain, ils repartent illico sur Vèze avec leurs 3 machines haut le pied. Leur très probable record de France de tonnage et de puissance en traction diesel n'était pour eux qu'une journée de roulement parmi les autres. Demain, ce sera peut-être des navettes L'Arbrel en 425 chevaux ou bien une tournée Le Puy en 2800. Entre Lyon et les plaines du centre se dresse un obstacle de taille, le col des Sauvages, avec ses rampes de 26 pour 1000. C'est dans tous les sens du terme l'un des hauts lieux des CC 72 000. Dans ces réunions de famille que l'on appelle journée porte ouverte, tous les regards convergent traditionnellement sur l'une des silhouettes les plus avantageuses de la génération. Et il en va toujours ainsi, même si la rencontre est fortuite, même si la robe est celle de tous les jours. Après Dijon, puis Clermont, voici maintenant Nevers, dans un centre très élargi, puisqu'il s'étend du Val-de-Saône aux plages de l'Atlantique, les CC 72 000 tiennent le haut du pavé, pardon, le haut du ballast. Et parmi celles-ci, nous remarquerons tout particulièrement la 84e du nom, intentionnellement maintenue dans sa décoration originelle. Brève rencontre à Gièvre, entre Sologne et Berry. Depuis Tours, la grande transversale n'en finit pas de traverser des plaines. Malgré l'absence de caténaire, malgré la sonorité d'une voix qui n'est plus de la première jeunesse, nous sommes ici sur un chemin de fer aussi performant que rectiligne, jusqu'aux abords de Roanne, où nous allons presque changer de monde. Le passage à niveau de la petite route de Notre-Dame de Boisset, encore gardiennée, est aujourd'hui à classer parmi les objets rares. Seule la présence dominante de l'élite de la traction thermique nous rattache au temps moderne. Toute proportion gardée. Voici déjà plus d'un quart de siècle que l'endroit figure dans le curriculum vitae très fourni des CC 72 000.
D'un côté donc, Roanne et le bassin de la Loire, et de l'autre, Lyon et le Rhône, sur lequel s'élance le Grenoble-Nantes, pas peu fier de représenter le meilleur du diesel à la française lorsqu'il lui arrive de rencontrer le pire. Une balade plus qu'un voyage. Du côté de Couzon au Mont-d'Or, l'atmosphère sereine des bords de Saône pourrait le laisser croire. Mais le ferroviphile, qui connaît un tant soit peu sa géographie, ne se laissera pas tromper. Entre Lyon et Roanne, le parcours n'est pas de tout repos. La rampe débute au viaduc de Tarare, 26 pour 1000, pas moins. Après 4 km d'ascension à pleine puissance, les trains ont perdu un bon tiers de leur vitesse lorsqu'ils pénètrent dans le long tunnel des Sauvages. Un ouvrage de premier ordre, par son ancienneté, par sa longueur, près de 3 km, mais aussi par son nom, qu'il doit au col et au village tout proche, ce dernier le tirant lui-même du latin « silva », la forêt. Nous voici rassurés. Aux Sauvages, les indigènes sont parfaitement civilisés. Et sur le versant atlantique, les explorateurs du rail pourront apprécier en toute quiétude une véritable réserve du chemin de fer classique. De ce côté aussi, la plus forte pente est très brève, moins de 5 km. Très vite, le profil ne fait plus apparaître que de très ordinaires 8 à 11 pour 1000, puis un très modeste 5 du côté de l'hôpital lorsque la vallée commence à s'ouvrir. Pour ceux qui officient dans les cabines de conduite, le véritable morceau de bravoure n'aura duré que quelques minutes. Dans la plaine, il va falloir faire preuve de patience. Dis chef, c'est encore loin l'océan. Chaumont, Mirecourt, Luzy-sur-Marne et bien sûr Chalindrey. Dans l'Est aussi, il y a des noms de lieux qui font rêver, les inconditionnels des belles locomotives, bien sûr. Comme bien des villes thermales, Vittel dispose d'une gare monumentale. Et derrière une façade de temple grec, construite en 1926, on trouve une salle des pas perdus qui ne manque elle-même pas d'allure, dans un registre bien particulier. Le béton armé, matériau favori des années d'entre-deux-guerres, s'impose dans la coupole qui coiffe l'ensemble, mais partout ailleurs, il a été soigneusement dissimulé.
Dans cet ensemble classé, tout a été conservé en l'état, même si la cohabitation entre le mobilier d'origine, la communication contemporaine et les œuvres de l'artiste local peut paraître inattendue. En temps normal, les voyageurs ne se bousculent guère. Et si l'édifice n'a pas l'importance de ceux que l'on a comparés à des cathédrales, il y règne un silence qui évoque irrésistiblement la nef d'une église. Mais il est des petits matins qui annoncent de grands jours. Il arrive en effet que les CC 72 000 investissent ce domaine habituellement réservé aux autorails. C'était en août 2000. Pendant une longue période de neutralisation de l'itinéraire électrifié pour cause de travaux, la ligne 14 Nancy-Méret par Vittel, d'ordinaire sous-utilisée, a accueilli les grands trains de l'axe Lorraine-Bourgogne. Quotidiennement au menu, le 16 141 Metz-Portbou de matinée et le 16 107 Metz-Lyon de fin d'après-midi, entre autres. Mais nous avons gardé le meilleur pour la fin de journée. Le 16 640 Cerbère-Metz, coutumier d'une lumière vespérale somptueuse. Ces détournements à grand spectacle n'auront duré que 6 semaines, et ils auraient été bien difficiles à organiser sans la présence toute proche d'une base technique de tout premier ordre. Les abords sont on ne peut plus ordinaires. Mais derrière cette architecture quasi militaire se dissimule un véritable sanctuaire des grands diesels. Chalindray, le dépôt des 72 000. En cet été 2003, l'établissement gère encore les 2/3 du parc. Dans l'immense atelier, on répète les gestes appris voici 35 ans pour apporter quelques soins au groupe AGO de la 41. Quant à la 72 010, elle dévoile son anatomie, ou tout au moins celle du fameux bogie monomoteur, à l'occasion d'une intervention de routier. Non, Michel, je vais mettre ça dedans. La clé là, t'as essayé? Ça va pas, elle n'est pas assez longue. On va y arriver là. C'est facile pour l'option, Michel. Ah, là, Oui, il manque 1,5 cm. Sous la rotonde, que du beau monde. Là, nous nous intéresserons plus particulièrement à la 72 009, en phase de tarage.
Grosso modo, l'opération consiste à coordonner les puissances respectives du moteur diesel et de l'alternateur électrique pour optimiser le rendement réel de l'engin à ces différents régimes. Depuis peu, un nouvel élément est apparu. Le moteur pile-stick, aussi puissant que le groupe d'origine, mais moins encombrant et moins polluant. C'est ce qui distingue les 72 100, avec bien sûr la livrée en voyage, qui, depuis ses premières applications en 2002, aura fait couler presque autant d'encre que de peinture. Une façon élégante de dire que cette nouvelle décoration a été, pour le moins, controversée. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Et chacun se forgera son opinion, en profitant de l'un de ces côtoiements propices à la comparaison. L'important restera peut-être ce paradoxe éminemment révélateur. Pour véhiculer une image nouvelle du chemin de fer, on a choisi une locomotive plus que trentenaire. Les concepteurs des années 60 ne pouvaient rêver plus bel hommage de la part de leurs descendants. Mais la plaque tournante de Chalindray vaut aussi par son sens figuré. À la croisée des chemins, se succède une multiservice avec son rapide Paris-Bâle et une bleue descendant des Vosges vers le sud en tête d'un train entier de trémies. Le décor est planté, mais le tableau reste dominé par la célèbre ligne 4 et ses trains grandes lignes, avec les 72 000 en exclusivité. Au courant Paris-Bâle s'ajoutent sur la section haut-marnaise les trains de l'axe Dijon-Reims. Rendez-vous en gare de Langres.
Sur cette desserte, classée TER, les compositions sont moins fournies. L'autorail pourrait bien finir par prendre la relève et, ici, les 72 000 sont peut-être au crépuscule de leur carrière. Lumière matinale intense du côté d'Amblanc, lorsqu'approche le premier Mulhouse-Paris de la journée. En tête, seul l'œil exercé aura reconnu l'une des rares multiservices. On appréciera mieux cette décoration flatteuse, mais très minoritaire et aujourd'hui menacée, avec des cadrages plus classiques, comme par exemple dans la tranchée de Crévenay. À l'inverse de la livrée multiservice, les couleurs du fret se sont rapidement propagées. Et il restera de ce début de siècle de nombreuses images de contre-emploi. Autant d'illustrations d'une nouvelle donne qui est sans doute un peu vite venue contrarier l'ancien idéal de la locomotive universelle. Mais il y a tout de même des 72 000 fret pour remorquer des convois de fret. Et pour la dernière décoration en date, s'imposait cette image triomphale de l'une des compositions les plus riches de la ligne, prenant de la vitesse sur le viaduc géant de Chaumont. Mais une visite de la ligne 4 ne saurait se concevoir sans une matinée à Luzy-sur-Marne. Dans la brume persistante, l'écluse hors du temps somnole encore. Lorsque monte au loin le grondement d'une 72 000 en pleine vitesse. Brutalement tiré de sa torpeur, le site va finir de s'éveiller sous les premiers rayons d'un soleil printanier. Et la voie d'eau, comme la voie de fer, va renaître à la vie. Rare coïncidence. Un bateau est présent dans le sas au moment précis où se profile un rapide. Quelques secondes à peine pour le passage de la 72 000, une bonne dizaine de minutes d'immobilité pour la péniche. Oh, ça doit faire à peu près ça, hein, la
n'avez pas regardé? Moi, je pense que ça va être dans les heures longues. Mais la lenteur du transport fluvial n'est qu'apparente et relative. Déjà, le monstre de 250 tonnes de charge se met en mouvement, l'étrave pointée dans la direction de la ligne de partage des eaux. Plus loin, pour le marinier et sa famille, ce sera la descente de la Saône, puis du Rhône. Et dans 3 jours, ils seront rendus à Sète. Entre nous, un wagon isolé ferait-il bien mieux? Sur le canal comme sur la voie ferrée, le calme est revenu, mais ça ne durera pas. C'est maintenant une péniche avalante, c'est-à-dire naviguant vers l'aval, qui pénètre dans le sas. Nous allons pouvoir assister à toute l'opération. Et la digression nous sera sans doute pardonnée. Le mécanisme des portes et des vannes provient des mêmes usines qu'un certain diesel V16 entré dans la légende. Comme il se doit, les plaisanciers prêtent main forte aux éclusiers avant de reprendre leur navigation, jusqu'à l'écluse suivante, bien sûr. Une chose est certaine, ils arriveront à destination après les voyageurs de ce corail qui filent vers l'ouest. Mais l'histoire ne dit pas si l'écart s'exprime en heures ou en jours. Ces 2 bateaux seront les seuls de la matinée. Heureusement, la voie ferrée et ses locomotives vedettes sont plus actives que la voie d'eau. Mais si le canal hors du temps peut être considéré comme éternel, on ne se risquera pas à en dire autant de celles qui se mirent quotidiennement dans ces eaux. Dans les années à venir, l'écluse de Luzy pourrait bien perdre beaucoup de son charme. Vous serez nombreux à les classer parmi les plus belles des Françaises de l'étranger. Nous avons accompagné et suivi les sosies de nos CC 72000 sur la ligne de Tanger au Maroc. Le plus souvent, qui dit diesel, dit engin monocabine, plus rustique que performant. Au Maroc, l'adage se vérifie sur toute la gamme de puissance, des modestes DK d'origine polonaise jusqu'aux puissantes CC General Motors. Un modèle vendu sur catalogue, sur 4 des 5 continents. Bref, du prêt-à-porter et aussi prêt à tout, des manœuvres lourdes jusqu'aux trains de voyageurs rapides.
Mais il subsiste quelques exceptions à cette règle quasi planétaire. Et notamment sur l'ONCF, la série sœur de nos CC 72 000. Aussi belles que leurs jumelles françaises, les DF, comme on les appelle là-bas, revêtent des teintes chaudes que nos CC n'ont jamais connues. Comme toujours au Maroc, on appréciera d'emblée une présentation extérieure impeccable. C'est beaucoup plus qu'un détail, surtout pour qui sait que les doyennes de la série, contemporaines de la toute première tranche des 72 000 SNCF, approchent les 35 années de service. Pour des locomotives aussi fines techniquement qu'esthétiquement, il faut une maintenance méticuleuse. C'est le rôle des ateliers de Meknès, fort de plus d'un demi-siècle de culture du diesel. D'emblée, les habitués de Nevers ou de Chalindray auront reconnu ce vilebrequin qui n'en finit pas, mais aussi ses châssis de bogies, discrètement renforcés au niveau de quelques points sensibles. L'atelier, qui compte parmi les tout premiers établissements industriels de la ville, assure toutes les fonctions d'entretien de la série, et il intervient aussi sur des engins de manœuvre et sur le matériel remorqué. Les métiers que l'on exerce sous les grandes halles de béton se comptent par dizaines, qu'ils soient spécifiquement ferroviaires comme le tournage des roues ou résolument dieselistes. Dans ce dernier cas, on peut indifféremment s'exprimer en tonnes, lorsque c'est le bâti du moteur qui est concerné, ou en millimètres, voire en microns, lorsqu'il s'agit de vérifier l'étanchéité d'une culasse ou de tourner une bielle. C'est grâce à ces hommes que les 14 CC Alstom restent les diesels les plus performants du parc marocain, plus de 3 décennies après leur premier tour de roue. Dépôt de Sidi Kassem, 8h30. Rachid vient prendre son service pour assurer ce jour-là le rapide CT Casablanca-Tanger avec la DF 114, la cadette de la famille. Lancement du moteur, tournée routinière de contrôle du remplissage des sablières. L'heure approche. En gare, les voyageurs commencent à se bousculer et, à 9h12 précise, le CT fait son apparition. Casa, la E1300 a parcouru 212 km sur la grande ligne, à 95 de moyenne. Une performance très honorable, compte tenu des 9 arrêts intermédiaires. Gare de correspondance entre les directions de Meknès, Casablanca et Tanger, Sidi Kassem est aussi un point d'échange de machines et de rebroussement. À l'autre bout du convoi, la DF s'approche pour la mise en tête.
Attelage, essai de frein. Le CT est prêt pour la deuxième grande étape. 9h30, départ. Rachid, assisté par son chef de train, exécute progressivement sa montée en vitesse. Sur ce premier tronçon, nous avons droit à 90. Dès la sortie de la gare, nous laissons la grande artère sur notre gauche pour nous engager sur la voie unique. Quant à la caténaire, présente sur quelques kilomètres pour assurer le bouclage du raccordement direct presque inutilisé, il est bien rare qu'un archet de pantographe vienne la caresser. Avertissement fermé, un croisement s'annonce. Rachid a freiné pour aborder la petite gare de Msada, perdue dans la plaine. C'est ici que nous rencontrons le train 21, Tanger-Casa, lui aussi remorqué par une DF, cas général pour les 4 allers-retours quotidiens qui empruntent la ligne. Dès la sortie de la gare, la caténaire s'interrompt sans qu'un seul mètre superflu de câble ait été tiré au-delà de l'aiguille. Et Rachid reprend sa vitesse en exécutant rigoureusement les mêmes gestes que ses confrères de la ligne 4 ou de la transversale Lyon-Tours, si l'on fait abstraction d'un usage beaucoup plus généreux de l'avertisseur. Mais pour une fois, personne ne traversera in extremis ce PN, souvent très animé. Sonorité d'un chemin de fer à l'ancienne. Malgré les soins constants dispensés par les équipes de la voie, on reconnaît aisément le rail léger et les traverses métal des origines. Et, hors micro, Rachid nous confiera avec le sourire, c'est pas de la voie, c'est de la piste. Mais l'observateur européen, qui pourrait citer bien des exemples similaires sur les petites lignes de la France profonde, prêtera davantage attention à l'environnement, beaucoup plus proche ici de l'image traditionnelle que sur la grande ligne. Image traditionnelle. L'ex-compagnie internationale du Tanger-Fez va toutefois nous en offrir une. Ce ralent annonce un point singulier très caractéristique de ce que furent les lignes coloniales et du souci d'économie qui a présidé, voici 80 ans, à la construction de la première voie normale du Maroc.
À 40 à l'heure, le rapide Casa-Tanger aborde le pont mixte rail-route de Mechra Belksiri. Une curiosité dont les jours sont toutefois comptés. Sur la berge, on a entrepris les premiers sondages, préalables à la construction d'un nouvel ouvrage. Image traditionnelle en gare aussi à quelques centaines de mètres de là. Devant le bâtiment des années 20, les voyageurs attendent patiemment leur train. Une minute est allouée pour ce deuxième arrêt intermédiaire d'un parcours qui en comptera 6. Rachid ne va pas tarder à recevoir le signal de départ. Après avoir laissé derrière lui les signaux très familiers qui protègent la gare, notre mécano va résolument tirer sur sa machine. Ici débute la seule section de la ligne autorisant le 140. Mais l'aiguille du tacro montera bien lentement, sans jamais arriver en butée. Le diesel, même beau, a ses limites. Et les kilomètres défilent dans un paysage toujours plat, mais d'où la vie n'est jamais totalement absente. Dans la vaste plaine agricole du Rarb, d'autant plus fertile que le printemps a été abondamment arrosé, on finit toujours par trouver un berger et ses moutons, qui assurent consciencieusement le nettoyage des abords de la voie. Mais nous allons bientôt rencontrer un obstacle. Au PK 121 de Tanger, la vitesse autorisée s'abaisse brutalement à 65. Le passage à niveau marque le début d'une rampe de 15 pour 1000, unique intermède accidenté sur ce parcours facile. Et le CT, qui s'était un instant cru l'égal de l'arbalète Paris-Bâle, va maintenant nous rappeler le Ventadour, dans des sinuosités dignes de Clermont-Brive. Toute internationale qu'elle fût, la compagnie originelle n'était pas riche. Il s'agissait d'un projet essentiellement politique, et l'adjectif économique ne s'est jamais appliqué qu'aux conditions d'exécution de la ligne, et en aucun cas à son rôle. Sur ces courbes et contre-courbes tracées au plus près du terrain naturel, on se croirait presque aux antipodes de la section Casa-Rabat-Kenitra, hyperactive et superbement réalignée.
Au Maroc comme ailleurs, l'analyse des statistiques de trafic a fait naître un chemin de fer à 2 vitesses. Après quelques kilomètres d'effort, voici la petite gare d'Arbawa, qui coïncide avec le point culminant, tout aussi modeste. L'altitude n'excède pas 130 mètres. Bien évidemment, notre mécano a tout coupé et le grondement du V16 s'est atténué. Ici débute la descente vers le bassin de l'Oued Loukos. Après le court tunnel d'Arbawa, encore suivi de quelques courbes, le train va retrouver la plaine et reprendre de la vitesse. Simultanément, nous quittons ce qui fut jadis le protectorat français, pour entrer sur l'ex-territoire du Maroc espagnol. Mais dans cette campagne verdoyante, plus rien ne permet de localiser précisément l'ancienne frontière, gommée voici près d'un demi-siècle par l'accession du royaume à l'indépendance. Nouvelle interruption de l'effort de traction. Après une brève pointe à 120, le train arrive à Ksar el-Kébir. On comprendra vite que ce gros bourg n'a pas les mêmes prétentions touristiques que les fameuses villes impériales, mais il s'agit tout de même de l'étape intermédiaire la plus importante du parcours. La gare d'origine, construite au nord de l'agglomération, a été supplantée par une halte mieux située, et les trains font désormais arrêt au cœur de l'animation urbaine, sans la perturber le moins du monde. Le flux incessant s'interrompra tout de même un instant, pour laisser repartir le convoi. Et le voyage reprend dans un paysage vallonné et toujours assidûment fréquenté. L'agriculture marocaine, comme le chemin de fer lui-même, est riche en hommes. Après avoir effleuré l'Atlantique du côté d'Assila, nous pénétrons dans la zone des étangs. Ici, les bâtisseurs du Tanger Fez ont choisi de tirer droit.
en dressant une digue au beau milieu des eaux, comme leurs collègues de la Compagnie du Midi l'avaient fait quelques décennies plus tôt, du côté de Sigean. À 100 à l'heure, une vision fugitive nous rappellera tout de même que nous ne sommes pas entre Languedoc et Roussillon, bien que l'Europe soit désormais toute proche. En effet, nous ne sommes plus qu'à quelques kilomètres de Tanger. La DF-114 se laisse désormais glisser à faible allure sur un ultime tronçon tortueux où rien ne semble encore annoncer l'arrivée dans une cité millionnaire. On finit tout de même par se faire à l'idée, même si le rail n'aborde la ville qu'en catimini et en s'abstenant depuis quelque temps de la pénétrer. Un gigantesque projet d'urbanisme, qui inclut tout de même la reconstruction de la gare centrale, a conduit à reporter provisoirement le terminus en périphérie, nous privant de l'arrivée dans la gare maritime, d'où l'on prenait autrefois le paquebot pour la métropole. Tanger-Morora, c'est le nom de la gare provisoire, bien peu représentative de la qualité ferroviaire marocaine et bien éloignée d'une ville de légende. Nous préférerons donc repartir en sens inverse avec notre équipe pour profiter pleinement de ces belles DF. Car les années à venir pourraient bien leur être fatales. Ici, on ne connaît qu'un seul type de véhicule qui puisse prétendre à l'éternité.